Rouge Karma, de Jean-Christophe Granguet. Hervé, Jean-Louis et Nicole auraient pu être des héros de mai 1968. Ils seront bien mieux, les héros de leur propre destin. Alors que Paris est à feu et à sang, que la République vacille sur ses fondations, le corps d'une jeune fille est retrouvé, nu, mutilé, dans une position de yoga. Jean-Louis attaque l'enquête, il est flic. Hervé et Nicole le secondent, ils sont les amis de la victime. Mao, hippie, yogi. Tout y passe. Le trio interroge, tâtonne, et bientôt trouve, le mobile des meurtres, car il y en a eu d'autres, est au bout du monde, en Inde. De Calcutta à Bénarès, les aventuriers remontent le temps et l'espace, jusqu'à, enfin, découvrir la stupéfiante vérité sur les rives du Gange, parmi les palais délabrés et les morts qui brûlent. C'est tout? Non, le mot de la fin, celui qui donnera toute sa cohérence à l'histoire, sera prononcé à Rome, sous les dorures et la pourpre du Vatican. Hervé, Jean-Louis et Nicole auraient pu être des enfants de leur siècle. Ils seront bien mieux, les enfants de leur propre karma. Un karma rouge sang, comme un cœur prêt à éclater. Retrouvez ce livre gratuitement dans la description de la vidéo. Difficile de s'y retrouver. Ah, oui. En ce 24 mai 1968, un nouveau rassemblement avait été organisé gare de Lyon à 19h. On ne savait pas trop par qui. Les gars du 22 mars, sans doute. L'UNEF, bien sûr. Les ML, marxistes-léninistes aussi. Le prétexte du jour était l'interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit, qui, après des débuts fracassants à la tête de l'insurrection, était parti se ressourcer en Allemagne. On racontait que son voyage avait été financé par Paris Match en échange de quelques photos. Comprenne qui pourra. Les autorités en avaient profité pour le déclarer persona non grata sur le territoire français. Très mauvaise idée. Ce coup bas avait remis de l'huile sur le feu. On avait décidé aussitôt une nouvelle manif, avec bataillon d'ouvriers et célébrités du cinéma en prime, pour réclamer son retour en France. Mais pourquoi gare de Lyon? Mystère. Coup du sort ou offensive stratégique, le soir même, De Gaulle s'était exprimé à la radio. À 20h, sous la tour de l'horloge, les manifestants avaient écouté le vieux. Voix chevrotante, ton monocorde, parole de vaincu. Le général proposait un référendum pour savoir s'il devait rester au pouvoir. Sur le parvis, la réponse avait été immédiate. On avait sorti les mouchoirs et beuglé « Adieu de Gaulle ». Ensuite, il y avait eu un certain flottement. Personne ne connaissait trop la rive droite. Défiler dans le coin, rejoindre le quartier latin, rentrer chez soi. La logique aurait voulu qu'on se disperse sagement, mais depuis quelques semaines, plus personne n'était sage à Paris. Les bons vieux réflexes avaient repris le dessus. La foule l'avait versé dans la rue de Lyon en braillant « De Gaulle, démission, Cohn-Bendit en France, nous sommes tous des juifs allemands !» Hervé marchait en tête. Il n'aurait su dire combien ils étaient ce soir, mais il y avait beaucoup de monde, criant comme un seul homme, peut-être 10 000, 20 000, 30 000 gus, une marée de têtes, de banderoles, de hurlements qui glissaient avec la lenteur incandescente d'une coulée de lave en direction de la Bastille. La marche triomphale n'avait pas duré 500 mètres. À la jonction de la rue de Lyon et de l'avenue Daumesnil, les gardes mobiles les avaient stoppés. Impossible d'avancer ou de reculer. Au loin, place de la Bastille, des fourgons, des camions-pompes, des bulldozers. Les forces de l'ordre n'allaient faire qu'une bouchée de la manif. Pourtant, le moral était bon. Pas impressionnés du tout, les gamins. Ni une ni deux. Avec des pics, des pelles, des pioches sorties d'on ne sait où, on avait fait sauter les premiers pavés. Des voitures avaient été renversées, des cajots entassés. Les détritus, ces chers déchets qui s'amoncelaient partout à Paris depuis que les éboueurs étaient en grève, nourrissaient les brasiers. « Aux barricades, camarades !» Les gardes mobiles, eux, ne bougeaient pas. Ils attendaient les ordres. Alors, pris d'une impulsion, Hervé avait ouvert le bal. Les premiers blessés refluèrent, visage arraché, os fracassés. Un gars gémissait. « Mon œil! Mon œil !» Un autre crachait des glaires rougeâtres. Hervé leva la tête. Des manifestants sur les toits décelaient des cheminées, des tuiles. En face, depuis les voies ferrées, des CRS tiraient en rafale afin de dissuader quiconque d'avancer. Pas seulement des bombes lacrymaux, mais aussi des grenades à éclats. Oui, ce soir, des deux côtés, on voulait que ça saigne. « Ils sont malades !» Trivard paraissait terrifié. Trivard, c'était son meilleur pote, un gars tout en longueur,
coiffé d'une tignasse noire bouclée. Quand il écarquillait les yeux, il paraissait vouloir les propulser hors de leurs orbites. Il était toujours affublé d'un duffel-coat trop grand pour lui. Il ne comprenait rien aux revendications des étudiants et était à peine plus à l'aise avec celles des ouvriers. « Cette fois, ça y est, c'est pour de bon !» L'avertissement venait de Desmortier, l'intello du trio. Un petit trapu en veste de combat, nez de boxeur et grands yeux bleus exaltés. Sa voix était douce, mais ce qu'il disait, c'était du brutal. Il avait la tête farcie de théories léninistes, trotskistes, maoïstes, situationnistes, collectionnait les affiches imprimées à l'atelier populaire des beaux-arts et passait ses après-midi aux âgés du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Personne ne comprenait ce qu'il racontait. Surtout pas lui. Hervé hocha la tête avec lassitude. Son grand élan était déjà retombé. Quelle équipe! 3 couillons qui venaient lancer des pavés comme on va à la foire du trône, avec, disons, un vague alibi politique. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Trivard, qui s'obstinait à penser qu'Hervé était leur chef. « Faut retourner rive gauche !» répliqua Desmortier. « Mais on est coincé !» gémit Trivard.